La lumière du matin dans l'Upper East Side n'est jamais juste de la lumière. C'est une lueur calculée et filtrée qui frappe les parquets en acajou de notre pentouse avec une précision presque chirurgicale. J'étais assise là, mes doigts traçant le bord froid et humide d'un verre en cristal, observant la danse des grains de poussière dans le silence. C'était le genre de silence qui avait un poids, une pression qui poussait contre mes tympans jusqu'à ce que je puisse entendre les battements frénétiques de mon propre cœur. Julian était dans l'autre pièce, le son doux et rythmé de ses bagages, la fermeture éclair du cuir, le bruissement des chemises blanches amidonnées agissant comme un métronome pour ma dépression imminente. Il m'avait dit que c'était Seattle, un grand projet d'infrastructure, avait-il dit. Quelque chose à propos d'un gratte-ciel durable qui redéfinirait la ligne d'horizon. Il m'a regardé droit dans les yeux en le disant, son regard stable, sa voix dépourvue de la moindre hésitation. C'était le Julian Thorne que j'avais construit. J'avais pris un homme sans rien d'autre qu'un diplôme et une faim dans les yeux et l'avais transformé en l'architecte du siècle en utilisant le nom de mon père et l'or patiné de ma famille. L'enveloppe était toujours posée sur l'îlot de marbre de la cuisine, glissée sous une pile de magazines d'architecture glacée. C'était une erreur, un minuscule dérapage bureaucratique qui allait finalement réduire mon monde en cendres. C'était une police d'assurance habitation pour une propriété que je ne reconnaissais pas. L'adresse n'était pas à Seattle. Ce n'était même pas à New York. C'était Malibu. L'Azure Shell l'appelait le document. Une propriété de 5 millions de dollars au bord du Pacifique, répertoriée sous une société holding que je savais, avec une certitude écœurante, liée à notre fiducie privée. Ma fiducie, l'argent que mon grand-père avait mis de côté pour l'héritage Vanderbilt. Je me souviens de la sensation du papier entre mes doigts, net, officiel et froid. Si froid. Je suis resté là pendant 20 minutes, l'odeur du café Blue Mountain cher que Julian aimait tant emplissant l'air, me sentant disparaître. J'avais l'impression d'être un fantôme hantant ma propre cuisine. Julian est entré alors, sentant le bois de santal et le succès. Il était parfait, comme toujours, son costume bleu marine taillé à la perfection, cachant le cœur d'un homme que je réalisais ne pas connaître du tout. Il n'a pas vu l'enveloppe. Il a seulement vu l'arrière de ma tête, l'immobilité de ma posture. Il a enroulé ses bras autour de moi, son souffle chaud contre mon cou, et pendant une seconde, j'ai voulu me pencher en arrière. J'ai voulu croire au mensonge parce que la vérité était un mur de verre déchiqueté que je n'étais pas prête à traverser. Il a murmuré qu'il allait me manquer. Il a murmuré que 3 mois, c'était trop long pour être séparés, mais que le projet de Seattle assurerait notre avenir pour la prochaine décennie. Notre avenir. Le mot sonnait comme une insulte. Je suis restée silencieuse, les yeux fixés sur une petite fissure dans le marbre que je n'avais jamais remarquée auparavant. Combien d'autres fissures y avait-il? Quelle part de notre mariage n'était qu'une façade maintenue par mon silence et son charme exercé? Il est parti à midi. Le son du clic de la lourde porte en chêne a résonné comme un coup de feu dans l'appartement caverneux. Je n'ai pas bougé pendant un long moment. J'ai juste écouté le bourdonnement de l'ascenseur, l'emmenant dans la rue où une voiture de ville noire l'attendait pour le conduire à JFK. Du moins, c'est ce que j'étais censé penser. Je savais qu'il n'allait pas à l'aéroport de New York. Il se dirigeait probablement vers un terminal privé, peut-être Teterboro, où les règles étaient différentes et les regards moins nombreux. Je me suis dirigé vers son bureau, mes pieds nus silencieux sur les tapis de soie. La pièce sentait encore lui, les vieux livres, le scotch cher, l'odeur d'un homme qui appartenait à cet endroit. Je me suis assise dans son fauteuil en cuir, celui que je lui avais acheté pour notre 5e anniversaire, et j'ai senti l'ironie immense et suffocante de tout cela. J'ai ouvert son ordinateur portable secondaire, celui qu'il pensait que je ne touchais jamais. Je connaissais le mot de passe. C'était la date de notre mariage. Ce fut un coup de couteau dans les côtes de réaliser qu'il utilisait le jour où il avait juré de m'honorer comme une clé pour le coffre de ses trahisons. La synchronisation iCloud fut le coup de grâce. Les hommes comme Julian sont brillants dans la vue d'ensemble, mais oublient souvent le lien numérique qui lie leurs appareils. J'ai ouvert le flux de photos et mon souffle s'est coupé. Il y avait des photos de ce matin, prises juste 1 heure avant qu'il ne me serre dans ses bras pour me dire au revoir. Il n'était pas en costume. Il était en chemise de lin, détendu, souriant à l'appareil photo avec une chaleur que je n'avais pas vue depuis des années. Et il y avait Elena. Elena Vance, mon ancienne assistante, la fille que j'avais embauchée parce qu'elle semblait si enthousiaste, si brillante, si inoffensive. Elle se tenait dans une cuisine inondée de soleil, sa main posée sur un ventre bien arrondi et proéminent.
Elle était radieuse. Elle avait l'air de posséder la lumière du soleil. Il y avait un dossier intitulé « Notre petit ange ». J'ai cliqué, mes mains tremblant si violemment que j'ai failli laisser tomber la souris. À l'intérieur se trouvaient des échographies. 12 semaines. 20 semaines. 28 semaines. Sous chacune, Julien avait écrit des notes. Le petit architecte de papa. J'ai hâte de te rencontrer, Léo. J'ai ressenti une douleur physique viscérale dans mon estomac. Une crampe si intense que j'ai dû me plier en deux. Nous avions essayé pendant des années. J'avais enduré les aiguilles, les hormones, la froideur clinique des cliniques de fertilité, les trajets silencieux en voiture pour rentrer à la maison après chaque cycle raté. Il m'avait tenu la main et m'avait dit que ça n'avait pas d'importance, que j'étais suffisante. Mais pendant que je pleurais les enfants que nous n'avions jamais eus, il plantait un jardin dans la terre de quelqu'un d'autre. Il avait construit une vie secrète pendant près d'1 an juste sous mon nez, utilisant mes ressources pour financer un sanctuaire pour sa maîtresse et son fils bâtard. J'ai fait défiler plus bas. Il y avait des photos de la maison de Malibu, l'Azur Shell. C'était beau d'une manière qui faisait mal à regarder. Des baies vitrées du sol au plafond, du sable blanc, le bleu infini du Pacifique. C'était un chef-d'œuvre d'architecture, probablement conçu par Julien lui-même, une lettre d'amour en verre et en pierre à une femme qui n'était pas sa femme. J'ai vu des photos d'eux sur la terrasse. Elena enveloppée dans un plaid en cachemire. Julien tenant une bouteille de champagne. Il ressemblait à une famille. Il ressemblait à la réalité pour laquelle j'avais prié chaque nuit pendant une décennie. J'ai réalisé alors que je n'étais pas seulement une femme trompée. J'étais une financière qui avait été volée. Il n'avait pas seulement emporté son cœur ailleurs. Il avait systématiquement siphonné des millions des comptes Vanderbilt pour construire cet univers alternatif. Il avait traité l'héritage de ma famille comme un distributeur de billets personnels pour son infidélité. Comment n'ai-je pas vu? Les nuits tardives au bureau qui ne concernaient pas les plans. Les visites de chantier du week-end qui semblaient toujours coïncider avec les congés d'Elena. La froideur subtile qui s'était glissée dans notre lit comme un brouillard d'hiver. Je m'étais blâmé. J'avais blâmé le stress des affaires, la déception de l'infertilité, le poids de mes propres attentes. J'avais fait plus d'efforts. J'avais acheté de la lingerie plus chère, planifié des vacances plus élaborées, soutenu chacun de ses caprices professionnels. J'avais été la parfaite mondaine de New York, la parfaite partenaire d'affaires, le parfait point d'ancrage. Et pendant tout ce temps, il attendait le bon moment pour couper la corde et me laisser dériver dans l'abîme. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé la ligne d'horizon de New York. La ville semblait grise, indifférente, une jungle de béton construite sur les os de gens qui avaient été trahis avant moi. J'ai pensé à l'appel téléphonique qu'il a passé juste avant de partir. J'en avais entendu un fragment. Il parlait à son avocat, ou à celui que je pensais être son avocat. Il a dit, « Harrison, gardez ça discret. Ma femme ne devrait rien savoir. » Il se croyait si malin. Il pensait que j'étais toujours la femme fragile et en deuil qui ne pouvait pas supporter la vérité. Il ne savait pas que le sang Vanderbilt dans mes veines n'était pas seulement bleu. Il était froid. C'était le sang d'homme qui avait bâti des empires en sachant exactement quand frapper. J'ai pris mon téléphone. Mon pouce a plané sur le contact d'Harrison Sterling. Harrison avait été le conseiller juridique de mon père pendant 40 ans. Il savait où chaque corps était enterré, chaque centime était caché, et chaque secret était gardé. Il était plus qu'un avocat. Il était l'architecte de la protection de notre famille. J'ai composé le numéro. La sonnerie était la seule chose dans la pièce. Quand il a répondu, sa voix était comme un whisky vieilli, douce, profonde et totalement fiable. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il me connaissait assez bien pour entendre le changement dans ma respiration. Harrison, ai-je dit, ma voix sonnant comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre, quelqu'un de beaucoup plus âgé et de beaucoup plus dangereux. J'ai besoin que vous écoutiez très attentivement. Julien est en route pour Malibu. Il pense qu'il commence une nouvelle vie dans un endroit appelé l'Azur Shell. Il pense qu'il a dépensé mon argent pour acheter un trône à sa maîtresse. Je veux que tout soit arrêté. Je veux que les comptes soient gelés. Je veux que l'acte de propriété de cette maison soit aspiré dans un vide juridique. Et Harrison, j'ai fait une pause, une seule larme froide s'échappant enfin et roulant sur ma joue, je veux qu'il la prenne de vous. Pas aujourd'hui, pas demain. Je veux qu'il s'installe.
Je veux qu'il se sente en sécurité. Je veux qu'il croie qu'il a gagné. Et ensuite, je veux que vous dérobiez le sol sous ses pieds. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre le stylo d'Harrison gratter sur un bloc-notes. Compris, Victoria, dit-il doucement. Je commence les démarches immédiatement. Y a-t-il autre chose? J'ai regardé les photos du bébé sur l'écran, le petit garçon nommé Léo, qui ressemblait tellement à Julian que ça me nouait la gorge. Non, ai-je murmuré. Dites simplement au personnel de préparer la voiture. Je vais à la propriété de mon père dans les Hantons. J'ai besoin d'être parmi des choses qui sont vieilles et permanentes. J'ai besoin de me souvenir de qui j'étais avant de devenir la femme de Julian Thorne. J'ai raccroché et je suis resté là, au milieu du bureau, le soleil se déplaçant lentement à travers la pièce. La douleur était toujours là, une douleur sourde et lancinante au centre de ma poitrine, mais elle était lentement enveloppée d'une couche de glace. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas jeter son scotch cher contre le mur ou déchirer ses costumes sur mesure en lambeaux. Ce serait trop facile. Ce serait ce qu'il attendait d'une femme dans ma position. Non, j'allais être l'architecte silencieuse de sa ruine. Il voulait une villa au bord de la mer. Je m'assurerais qu'elle devienne sa prison. Il voulait un héritage avec une autre femme. Je m'assurerais qu'il n'ait pas un centime à lui laisser. Je suis retourné dans notre chambre, la pièce où nous avions chuchoté des secrets et fait des plans qui n'étaient que des mensonges. J'ai regardé le lit défait, l'empreinte de son côté du matelas encore visible. On aurait dit une scène de crime. J'ai attrapé ma valise en cuir vintage et j'ai commencé à faire mes bagages. Pas tout, juste l'essentiel. Mes bijoux, mes documents juridiques, les quelque chose qui m'appartenaient vraiment. J'ai laissé les robes de soirée chères qu'il m'avait achetées, les chaussures, les sacs à main. C'étaient tous des symboles de mon emprisonnement. En quittant l'appartement, je n'ai pas regardé en arrière. Le silence n'était plus lourd. C'était une arme. J'étais de nouveau Victoria Vanderbilt. Et pour la première fois en 10 ans, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'un homme pour construire une vie. J'étais celle qui possédait la terre, l'argent et le pouvoir. Julian Thorne n'était qu'un locataire, et son bail venait d'être résilié. Le trajet jusqu'au Hanton fut long et solitaire. L'Atlantique gris se profilait à ma droite, les vagues s'écrasant sur le rivage avec une violence aveugle et répétitive. J'ai pensé à la première fois que j'ai emmené Julian à la propriété. Il était si impressionné, si désireux de plaire à mon père. Il a regardé les vastes jardins et le manoir tentaculaire, et j'ai vu la faim en lui. Je pensais que c'était de l'ambition pour nous. Je n'ai pas réalisé que c'était un plan pour mon remplacement. Je suis arrivé aux portes alors que le soleil se couchait. Les longues ombres des chênes s'étiraient sur l'allée comme des doigts squelettiques. C'était ma forteresse. C'est là que les Vanderbilt se retiraient lorsque le monde devenait trop bruyant ou trop perfide. Je suis sorti de la voiture et j'ai senti l'air salin me frapper le visage. Il était froid, mordant et honnête. J'ai monté les marches en pierre, mes talons claquant sur le granit, et j'ai senti les fantômes de mes ancêtres m'accueillir chez moi. Ils connaissaient la trahison. Ils connaissaient le coup du pouvoir. Je suis entré dans le grand hall, les portraits de mon père et de mon grand-père me regardant de leurs yeux inflexibles. Je n'étais pas la femme brisée qu'ils avaient vue aux funérailles de ma fierté. J'étais leur fille. Je me suis assise au bureau en acajou de la bibliothèque et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais beaucoup de travail à faire. La première partie de la vie de Julian était terminée. La deuxième partie était sur le point de commencer, et c'est moi qui tenais la plume. Le voyage à travers les décombres d'un cœur brisé est un voyage solitaire, marqué par la prise de conscience que les personnes que nous aimons le plus sont souvent celles que nous connaissons le moins. Au lendemain d'une trahison aussi profonde, il est facile de succomber à l'obscurité du désespoir. Mais c'est dans ces profondeurs mêmes que nous trouvons l'acier dans nos âmes. J'ai dû apprendre que ma valeur n'était jamais liée à sa loyauté et que l'héritage de ma famille était un bouclier, pas un fardeau. Guérir, ce n'est pas l'absence de la cicatrice, mais la force de la porter comme un insigne de survie, trouver la lumière dans la résolution silencieuse de reprendre possession de ma propre histoire et d'émerger du traumatisme non seulement restauré mais transformé. L'encre était noire, épaisse et permanente, tout comme l'obscurité qui s'est installée sur la bibliothèque alors que je fixais l'audit financier que Harrison avait fait livrer par coursier dans une mallette banale. J'étais assise dans le fauteuil en velours à haut dossier qui avait appartenu à mon père, l'odeur de papier vieilli et de sel de mer tourbillonnant autour de moi,
mais tout ce que je pouvais goûter était le goût métallique de vieux sang. Le vent de l'Atlantique battait les vitres de la propriété des Hantons, un son agité et en colère qui correspondait au rythme de mes pensées. Julian était à Malibu maintenant. Je pouvais presque le voir debout sur cette terrasse au mur de verre, respirant l'air du Pacifique, pensant qu'il était enfin monté sur le trône qu'il avait passé 10 ans à sculpter dans mes côtes. Il pensait probablement que j'étais encore dans le Penthouse, pleurant dans les oreillers en soie qu'il m'avait acheté avec mon propre argent. Il ne réalisait pas que chaque seconde de sa liberté était un prêt que j'étais sur le point de rappeler. J'ai tourné la page du rapport, mes yeux se brouillant en voyant les chiffres. 4 200 000 $. Ce n'était pas seulement une somme forfaitaire. C'était une récolte systématique. 100 000 $ ici pour des honoraires de conseil à une société écran dans le Delaware, 50 000 $ là pour l'approvisionnement architectural en Italie. Il m'avait saigné à blanc centime par centime, mois par mois, pendant près de 3 ans. Chaque fois qu'il m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit qu'il travaillait tard pour assurer notre héritage, il forgeait en fait les clés de son propre royaume. Et puis j'ai vu son nom, enfoui dans une liste de dépenses de paix pour une société de design défunte, Helena Vance. Mon esprit est revenu 3 ans en arrière, au jour où Helena est entrée dans nos vies. Je me souviens de la façon dont le soleil frappait ses cheveux blonds dans le hall de Thorne & Vanderbilt. Elle avait l'air si jeune, si douloureusement sérieuse dans son blazer bon marché et ses talons éraflés. C'est moi qui l'avais embauchée. Je me souviens de Julian debout près de la fenêtre de son bureau, le dos tourné à nous pendant que je l'interviewais. J'aimais son esprit. J'aimais la façon dont elle parlait d'architecture comme si c'était une religion. Je pensais être un mentor. Je pensais donner à une jeune femme brillante la chance que je n'avais jamais eu à mériter à cause de mon nom. Elle apprend vite, Julian, lui avais-je dit ce soir-là alors que nous étions au lit. Il avait à peine levé les yeux de son iPad, sa voix un bourdonnement bas et désintéressé. Si tu le penses, Victoria. Je fais confiance à ton jugement. Le souvenir me brûlait comme de la soude. J'avais invité une vipère dans mon jardin et je lui avais tendu le soleil. Je me souvenais des petites choses maintenant, les détails que j'avais rejetés comme de la camaraderie professionnelle. La façon dont Helena lui apportait son mélange de café spécifique sans qu'il le demande. La façon dont elle restait tard pour organiser ses plans, et comment l'humeur de Julian était toujours plus légère quand il rentrait enfin à la maison. Je me souviens d'un dîner que nous avions organisé pour les membres du conseil d'administration. J'avais surpris Helena en train de regarder le portrait de famille des Vanderbilt dans notre salle à manger. Il y avait une faim dans ses yeux que j'avais confondue avec de l'ambition. Je pensais qu'elle voulait être comme moi. Je n'ai pas réalisé qu'elle prévoyait de me remplacer. J'ai regardé une photo que Harrison avait incluse dans le dossier, une photo de surveillance d'il y a 6 mois. C'était Julian et Helena dans un parc à Brooklyn, loin des regards indiscrets de l'Upper East Side. Il lui tenait la main, son pouce caressant ses jointures d'une manière qu'il n'avait pas faite avec moi depuis des années. Il ressemblait à un couple dans une publicité de bijoux. Et puis il y avait l'enfant, le bébé Léo. La prise de conscience m'a de nouveau frappé, une nouvelle vague de nausées qui a fait tourner la pièce. Pendant que j'étais allongé sur des tables d'examen froides, les jambes dans les étriers, priant pour un miracle qui n'est jamais venu, Julian était déjà père. Il avait tenu un bébé qui n'était pas le mien, alors que je pleurais encore le fantôme de celui que nous avions perdu. Il avait regardé Helena avec la fierté que j'avais désespérément voulu voir dans ses yeux pendant une décennie. Chaque injection d'hormones, chaque larme que j'ai versée sur un test de grossesse négatif, chaque trajet silencieux en voiture pour rentrer de la clinique, il attendait juste que ce soit fini pour pouvoir retourner auprès de sa vraie famille. L'audit a montré que Julian avait utilisé la fiducie Vanderbilt pour payer les factures médicales d'Helena. L'Azure Shell n'était pas seulement une maison. C'était une récompense pour lui avoir donné le fils que je ne pouvais pas. J'ai regardé les plans de la maison de Malibu. C'était un chef-d'œuvre, mais c'était un vol. Il avait utilisé le style signature de mon père, les porte-à-faux amples, les cours cachés, la façon dont la lumière interagissait avec la pierre. Il avait volé l'esthétique de ma famille pour construire une tombe pour mon mariage. C'était l'humiliation ultime. Il n'était pas seulement un tricheur. Il était un plagiaire de mon âme. J'ai attrapé le téléphone sur le bureau, mes doigts tremblants en composant le numéro de Julian. Je n'avais pas l'intention de parler. Je voulais juste entendre le son de son monde. Ça a sonné 3 fois avant qu'il ne décroche. Le bruit de fond était sans équivoque, le bruit des vagues et le cri lointain d'une mouette. « Allô » a-t-il dit,
sa voix détendue, enjouée. C'était la voix d'un homme qui croyait que l'océan lui appartenait. J'ai entendu le rire d'une femme au loin, un son aigu et musical que j'ai reconnu comme celui d'Elena, puis un petit cri aigu, le cri d'un bébé. J'ai retenu mon souffle, le silence de la bibliothèque des hantons ressemblant à un linceul. Julien a soupiré, un son de pur contentement. « Elena, chérie, peux-tu aller voir Léo ? Je pense qu'il se réveille. » J'ai fermé les yeux, l'image d'eux dans cette maison inondée de soleil s'imprimant sur mes rétines. Il n'a même pas vérifié l'identité de l'appelant. Il était si arrogant, si convaincu de sa propre brillance qu'il ne pensait pas que je le trouverais un jour. J'ai raccroché sans un mot. Mon cœur ne se brisait plus. Il se cristallisait. J'ai rappelé Harrison. Je l'ai entendu, ai-je dit, ma voix aussi froide que l'Atlantique dehors. Il est là avec elle et l'enfant. Je sais, Victoria, a dit Harrison, sa voix stable. Nous avons suivi les virements bancaires jusqu'à un entrepreneur local à Malibu. Il a beaucoup dépensé pour la chambre d'enfant. Des fresques peintes à la main, des meubles italiens. Il se niche avec votre argent. Je veux que ça disparaisse, Harrison. Tout. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant le clair de lune danser sur l'eau noire de la baie. Je veux que l'Azur Shell soit mis sous séquestre immédiatement. Je veux que la société holding fasse l'objet d'une enquête pour fraude. Et Julien, je veux qu'il découvre que ses cartes de crédit sont inutiles la prochaine fois qu'il essaiera d'acheter une bouteille de champagne pour célébrer sa nouvelle vie. Je veux qu'il sente les murs se refermer sur lui, exactement comme je me suis senti piégé dans cette clinique de fertilité. C'est déjà en cours, a répondu Harrison. Les comptes Vanderbilt sont en train d'être cloisonnés au moment où nous parlons. D'ici demain matin, Julien Thorne sera un homme avec une maison de 5 millions de dollars dans laquelle il ne peut pas entrer et un solde bancaire de 0. Mais Victoria, vous devez être préparée. Il se battra. Il essaiera d'utiliser le contrat de mariage contre vous. Le contrat de mariage a été construit sur l'hypothèse d'un mariage, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure. Ce que nous avions n'était pas un mariage. C'était un détournement de fonds à long terme. Il ne m'aimait pas, Harrison. Il aimait le coffre-fort auquel j'étais attaché. S'il veut se battre, dites-lui que je le verrai au tribunal, mais rappelez-lui que je suis une Vanderbilt. Nous ne gagnons pas seulement, nous effaçons. J'ai raccroché et je suis sorti sur le balcon. L'air nocturne était glacial, les embruns salés me piquant les joues. J'ai pensé à Elena Vance. J'ai pensé à la fille que j'avais encadrée, celle avec qui j'avais partagé mes déjeuners, celle à qui j'avais confié mes horaires et mes secrets. Combien de fois s'était-elle tenue dans ma cuisine et m'avait-elle souri en sachant qu'elle portait l'enfant de mon mari? Combien de fois m'avait-elle vu pleurer sur un cycle de FIV raté et m'avait-elle offert un mouchoir, tout en pensant à la chambre d'enfant que Julien construisait pour elle en Californie? La profondeur de la trahison était un poids physique, une pierre froide au centre de ma poitrine. Ils n'avaient pas seulement volé mon argent, ils avaient volé mon temps. 10 ans de ma vie partis. Mais alors que je me tenais là, regardant l'immensité de l'océan, le poids a commencé à se déplacer. La honte d'avoir été la dupe, a commencé à se consumer, laissant quelque chose de plus dur et de plus dangereux à sa place. Je n'étais pas la victime de cette histoire. J'étais l'architecte de sa fin. Julien pensait qu'il était celui qui concevait de belles choses, mais il avait oublié qui fournissait la terre et les fondations. Je suis rentré et je me suis assise au bureau. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable. Plus de larmes, plus de « et si ». J'ai commencé à rédiger le communiqué de presse qui serait envoyé à tous les cabinets d'architectes du pays. Julien Thorne n'allait pas seulement être pauvre. Il allait être un paria. Je m'assurerai que son nom soit synonyme de trahison et de vol. J'ai passé le reste de la nuit à travailler, la lueur de l'écran étant la seule lumière dans l'immense maison. Je me sentais comme un général se préparant à un siège. Chaque transaction que je traçais, chaque mensonge que je découvrais était une autre brique dans le mur que je construisais autour de lui. J'ai trouvé un compte secret qu'il avait ouvert pour les dépenses personnelles d'Elena. Il lui achetait des bijoux. Des pièces de Cartier, de Tiffany, plus chères que tout ce qu'il m'avait jamais acheté. J'ai regardé les reçus et j'ai ri. C'était un son creux et déchiqueté qui a résonné dans la bibliothèque vide. Il était si prévisible. Il jouait le rôle du pourvoyeur, du grand homme, utilisant la richesse de ma famille pour impressionner une fille de la moitié de son âge. À 4 heures du matin,
la première phase de la contre-attaque était terminée. Harrison avait confirmé que la propriété de Malibu était maintenant sous un nuage juridique qui prendrait des années à se dissiper. Julian se réveillerait demain dans une maison qui n'était pas légalement la sienne, dans une vie qu'il ne pouvait pas se permettre, avec une femme qui ne l'avait aimé que pour l'ombre qu'il projetait, une ombre qui était en fait la mienne. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis dirigé vers la fenêtre. Le ciel commençait à prendre une couleur violette, pâle et meurtrie. La première lueur de l'aube frappait les vagues. J'ai de nouveau pensé à l'enfant. Léo. Je me suis demandé quel genre d'homme il deviendrait, élevé dans les décombres de l'ego de son père. J'ai ressenti un pincement de chagrin momentané pour le garçon, pris dans le feu croisé d'une guerre qu'il n'avait pas demandée. Mais ensuite, je me suis souvenu des photos de Julian le tenant, de la façon dont il regardait le garçon avec un amour qu'il ne m'avait jamais montré. Cet amour était construit sur une fondation de vol. C'était un beau mensonge, et il devait être démantelé. Je suis allé à la cuisine et je me suis fait une tasse de café noir, pas le mélange Blue Mountain que Julian aimait, mais une torréfaction forte et amère qui semblait honnête. Je me suis tenu au même endroit où mon père s'était tenu chaque matin pendant 50 ans, regardant le domaine Vanderbilt. Il m'avait dit un jour que la seule chose plus dangereuse qu'un homme avec tout à perdre est une femme qui a déjà tout perdu et qui réalise qu'elle est toujours debout. J'étais toujours debout. La douleur était là, un fantôme dans les coins de mon esprit, mais elle n'était plus aux commandes. J'étais l'architecte silencieuse. J'étais celle qui possédait la terre. Et alors que le soleil se levait enfin sur l'horizon, projetant un long chemin doré sur l'eau, je savais que la tempête que Julian avait déclenchée rentrait enfin à la maison, à Malibu. Le voyage à travers les décombres d'un cœur brisé est un voyage solitaire, marqué par la prise de conscience que les personnes que nous aimons le plus sont souvent celles que nous connaissons le moins. Au lendemain d'une trahison aussi profonde, il est facile de succomber à l'obscurité du désespoir. Mais c'est dans ces profondeurs mêmes que nous trouvons l'acier dans nos âmes. J'ai dû apprendre que ma valeur n'était jamais liée à sa loyauté et que l'héritage de ma famille était un bouclier, pas un fardeau. Guérir, ce n'est pas l'absence de la cicatrice, mais la force de la porter comme un insigne de survie, trouver la lumière dans la résolution silencieuse de reprendre possession de ma propre histoire et d'émerger du traumatisme non seulement restauré mais transformé. Le silence que j'ai envoyé à travers le continent n'était pas une absence de son, mais une présence de poids. C'était une couverture froide et suffocante drapée sur les rivages ensoleillés de Malibu depuis les falaises grises et battues par la pluie des Hamptons. J'étais assise dans l'obscurité de la bibliothèque du domaine, la seule lumière provenant de la lueur ambrée de la cheminée et du scintillement bleu de l'écran de mon ordinateur portable. Harrison m'avait envoyé des mises à jour en temps réel via un canal sécurisé. Je ne regardais pas seulement la fin d'un mariage. Je regardais un organisme biologique privé d'oxygène. Julian était l'organisme, et ma richesse était l'air qu'il avait oublié qu'il ne possédait pas. J'imaginais qu'il se réveillait dans cette maison de verre, l'Azur Shell, sentant le premier vrai frisson de l'abîme que j'avais ouvert sous ses pieds. Il serait allé à la machine à expresso, celle que je savais coûter $6 000, et aurait attendu que la caféine relance sa journée de beaux mensonges. Il n'avait aucune idée que pendant son sommeil, les murs numériques de sa forteresse avaient été remplacés par de la glace. La première fissure dans son monde est apparue à 10 heures du matin, heure du Pacifique. Harrison avait une équipe sur le terrain, des ombres se déplaçant dans le soleil éclatant de la Californie. Julian avait emmené Elena dans une boutique de puériculture haut de gamme à Santa Monica. Je pouvais le voir parfaitement, le bois blanchi, l'odeur de lavande et de coton cher, la musique douce conçue pour que les futurs parents se sentent comme si leur amour était la seule monnaie qui comptait. Il avait choisi un berceau en acajou sculpté à la main, une pièce qui était plus une sculpture qu'un meuble. Il avait souri à la vendeuse, ce sourire d'architecte exercé qui promettait stabilité et vision. Il avait plongé la main dans son portefeuille en peau d'alligator et en avait sorti la carte Centurion noire, celle liée au compte principal Vanderbilt, celle qui était son cordon ombilical à ma vie. Le refus a été immédiat. La vendeuse, polie et impeccable, avait essayé encore et encore. Je pouvais sentir la confusion de Julian à travers les données froides sur mon écran. Il aurait ri, fait une blague sur les banques de New York et leurs alertes de fraude trop sensibles. Il aurait sorti une deuxième carte, puis une troisième. Une par une, le plastique est devenu des éclats inutiles dans sa main. La fiducie Vanderbilt n'a pas seulement gelé ses comptes, elle a effacé son existence de la grille financière. Harrison avait tout chronométré avec une cruauté chirurgicale que je me suis surprise à admirer. Julian Thorne, l'homme qui concevait des gratte-ciel,
ne pouvait même pas acheter une couverture pour le fils qu'il m'avait caché. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, les embruns de l'Atlantique frappant le verre derrière moi, et j'ai ressenti une étincelle de satisfaction déchiquetée. Ce n'était pas de la joie. C'était le réconfort froid de la physique. Pour chaque action, une réaction égale et opposée. Puis sont venus les appels. Mon téléphone était posé sur le bureau en acajou, vibrant avec une intensité rythmique désespérée. Julian Thorne. Le nom clignotait sur l'écran encore et encore, un fantôme numérique implorant sa réentrée. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai même pas mis en sourdine. Je l'ai laissé vibrer jusqu'à ce que la pièce semble bourdonner de sa panique. Je voulais qu'il ressente le silence. Je voulais qu'il comprenne que la femme qui avait passé une décennie à réparer ses erreurs, à apaiser ses crises de colère et à financer ses rêves n'était plus là. J'étais l'architecte silencieuse maintenant. Chaque appel manqué était une autre brique dans la tombe que je construisais pour son ego. Il aurait appelé le bureau ensuite, cherchant sa secrétaire, cherchant un moyen de réinitialiser le monde. Mais il n'a pas eu sa secrétaire. Il a eu Harrison Sterling. Je pouvais presque entendre la voix d'Harrison au téléphone, douce, professionnelle et totalement dépourvue de pitié. Il aurait informé Julian que son poste chez Thorne & Vanderbilt avait été suspendu en attendant un audit interne sur certaines irrégularités. Il aurait mentionné les sociétés écrans du Delaware. Il aurait mentionné les millions siphonnés. Et puis il aurait porté le coup de grâce. La maison de Malibu, l'Azur Shell, était maintenant sous un gel juridique. Julian était un intrus dans un chef-d'œuvre qu'il avait volé à l'âme de ma famille. Je me suis demandé ce qu'Elena faisait à ce moment-là. Tenait-elle toujours la couverture en cachemire? Regardait-elle l'homme qu'elle pensait être un roi et voyait-elle pour la première fois la coquille vide en dessous? Elle avait échangé sa jeunesse contre une ombre, et j'étais celle qui venait d'éteindre la lumière. Les rapports des enquêteurs privés étaient cliniques. Julian était retourné à la maison de Malibu dans un état d'agitation visible. Il faisait les 100 pas sur la terrasse, les murs de verre qu'il aimait tant ne reflétant plus que sa propre ruine. Il criait dans son téléphone, son visage d'un violet contusionné contre le bleu parfait du Pacifique. Elena était à l'intérieur, sa silhouette visible à travers les baies vitrées, ses mains protectrices sur son ventre. Ils étaient piégés au paradis. Les voitures dans l'allée, la Porsche Vintage, le Range Rover, n'étaient plus à eux pour conduire. Le personnel avait reçu l'ordre de partir. L'électricité, l'eau, la sécurité, tout était lié à des comptes qui ne reconnaissaient plus la signature de Julian. Il se tenait dans une prison de 5 millions de dollars, entouré de la beauté qu'il avait plagiée de ma vie, et il réalisait que la beauté n'a aucune valeur quand on ne peut pas payer l'air à l'intérieur. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre de la bibliothèque, regardant le brouillard des hantons. La distance physique entre nous était de 3000 miles, mais la distance psychologique était un abîme infini. J'ai pensé aux années de manipulation. Combien de fois m'avait-il fait sentir que c'était moi qui échouais? Combien de fois avait-il regardé mes larmes sur un autre cycle de FIV raté et soupiré, ce son de patience lasse qui me faisait me sentir comme une machine cassée? C'est bon, Victoria, disait-il, sa main sur mon épaule ressemblant à un poids de plomb. On s'a l'un l'autre. Ça devrait suffire. Mais ça n'a jamais été assez pour lui. Il attendait juste que je craque pour pouvoir me remplacer par une version qui fonctionnait comme il le voulait. Il ne voulait pas d'une femme. Il voulait un héritage. Et il voulait que je paie pour le privilège d'être écarté. La honte était une pierre froide et lourde dans mes entrailles. Je me souviens d'Elena assise dans ma cuisine, prenant des notes sur notre calendrier social, les yeux écarquillés de ce que je pensais être de l'admiration. Je lui avais donné mes vieux sacs à main de créateur. Je lui avais donné une prime quand sa mère était malade. Je l'avais traitée comme une sœur, ou peut-être la fille que je ne pouvais pas avoir. Et pendant tout ce temps, elle portait l'enfant de mon mari, regardant ma maison et ma vie comme un ensemble de plans dans lesquels elle pouvait simplement emménager. Elle avait vu ma vulnérabilité comme une opportunité. Il s'était assis à ma table, avait respiré mon air et avait comploté mon obsolescence. La profondeur de cette trahison était un puits sombre et sans fond. J'ai réalisé alors que je n'avais pas seulement été aveugle. J'avais été trop gentille. J'avais été une Vanderbilt essayant d'être une personne, alors qu'ils étaient des prédateurs qui ne comprenaient que le langage de la chasse. J'ai regardé l'horloge. Il était près de minuit à New York, 3 heures plus tôt en Californie. Les huissiers arriveraient à l'Azur Shell d'un moment à l'autre.
Harrison avait déposé une injonction d'urgence. Julian ne serait pas encore arrêté, pas pour le détournement de fonds, pas encore, mais il serait expulsé. La maison était un actif de la fiducie Vanderbilt, et la fiducie n'autorisait plus sa résidence. Je me suis rassise au bureau et j'ai ouvert une bouteille du scotch de 25 ans de mon père. Le liquide était d'un or sombre, sentant la tourbe et le thym. J'ai versé un verre et j'ai porté un toast à l'obscurité. Julian avait voulu une vie de luxe et de famille secrète. J'allais lui donner une vie de documents juridiques et de disgrâce publique. J'allais m'assurer que chaque fois qu'il regarderait son fils, il se souviendrait que le père du garçon était un voleur qui a tout perdu à cause de la femme qu'il pensait pouvoir duper. Le téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, je l'ai pris. Je n'ai pas dit bonjour. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté sa respiration à l'autre bout. Elle était saccadée, paniquée, le son d'un homme qui se noyait en pleine vue. « Victoria » a-t-il murmuré, sa voix se brisant. « Victoria, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qui se passe. Les cartes, les comptes, même la maison. Il y a des hommes ici, Victoria. Ils me disent que je dois partir. S'il te plaît, dis-leur que c'est une erreur. Dis-leur qui je suis. » J'ai pris une lente gorgée de scotch, sa brûlure une sensation bienvenue dans le désert gelé de ma poitrine. « Je sais exactement qui tu es, Julian, ai-je dit, ma voix aussi calme qu'un cimetière la nuit. Tu es un locataire dont le bail a expiré. Tu es un architecte qui a oublié de posséder la terre sur laquelle il a construit. Et tu es un homme qui pense que 5 millions de dollars de l'argent de mon père pourrait lui acheter une âme. Victoria, écoute-moi, a-t-il commencé, sa voix s'élevant dans un ton désespéré. Elena. Elle est enceinte. Le bébé. Il a besoin d'une maison. Tu ne peux pas faire ça à un enfant. Tu n'es pas cette personne. Tu m'aimais. J'aimais un fantôme, Julian. J'aimais une façade que j'ai payée pour entretenir. Et quant à l'enfant, j'ai fait une pause, pensant au petit garçon nommé Léo, le miracle qui m'avait été refusé alors que tu prospérais sur ma misère, il aura une maison. Elle ne sera juste pas payée par moi. Si tu l'aimes tant, Julian, trouve un moyen de subvenir à ses besoins sans utiliser le nom de mon grand-père. Va construire quelque chose qui n'est pas un vol. Va être un homme qui n'a pas besoin d'une Vanderbilt pour lui dire qu'il existe. Tu es un monstre, a-t-il craché, le charme tombant enfin pour révéler le venin en dessous. Tu es une garce froide et stérile qui pense que l'argent peut réparer le fait que personne ne veut rester avec toi. Tu es une Vanderbilt. Tu n'es qu'un compte en banque avec un pouls. J'ai ri, un son doux et glaçant qui a semblé me surprendre même moi. Je suis un compte en banque, Julian, et je viens de fermer le vôtre. Au revoir, Julian. Ne prends pas la peine de rappeler. Harrison s'occupera du reste de ta vie. J'ai raccroché et j'ai ressenti une immobilité soudaine et profonde. La vibration avait disparu. Le bruit avait disparu. Il n'y avait que le son du vent et le crépitement du feu. J'avais atteint le centre de la courbe en U. J'étais tout au fond de l'abîme. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de tomber. J'avais l'impression d'avoir atterri sur un rocher solide. J'ai passé l'heure suivante à regarder le flux de Malibu. Les huissiers étaient arrivés. J'ai vu le flash des phares dans l'allée. Les hommes en costume sombre portant les dossiers qui mettraient fin au rêve californien de Julian. J'ai vu Julian et Elena debout sur la terrasse, entourés de valises qui étaient probablement remplies de choses que je leur avais achetées. Ils avaient l'air petits. Ils avaient l'air insignifiants sur fond de Pacifique. L'Azur Shell était toujours magnifique, mais ce n'était plus une maison. C'était une preuve. C'était un monument à un crime qui était enfin poursuivi. J'ai éteint l'ordinateur et je me suis dirigé vers le balcon. Le brouillard des hantons s'était dissipé et les étoiles étaient visibles maintenant, froides, lointaines et permanentes. Le voyage à travers les décombres d'un cœur brisé est un voyage solitaire, marqué par la prise de conscience que les personnes que nous aimons le plus sont souvent celles que nous connaissons le moins. Au lendemain d'une trahison aussi profonde, il est facile de succomber à l'obscurité du désespoir. Mais c'est dans ces profondeurs mêmes que nous trouvons l'acier dans nos âmes. J'ai dû apprendre que ma valeur n'était jamais liée à sa loyauté et que l'héritage de ma famille était un bouclier, pas un fardeau. Guérir, ce n'est pas l'absence de la cicatrice, mais la force de la porter comme un insigne de survie, trouver la lumière dans la résolution silencieuse de reprendre possession de ma propre histoire et d'émerger du traumatisme non seulement restauré mais transformé.
Le soleil s'est levé sur les hantons avec une clarté qui semblait être une insulte à la complexité de mon deuil. Je me tenais sur la véranda du domaine Vanderbilt, le vent fouettant ma robe de chambre en soie autour de mes chevilles, regardant la marée se retirer comme si elle était gênée d'être vue. À Malibu, c'était encore la nuit profonde, une obscurité remplie des sirènes des huissiers de justice et des chuchotements frénétiques et étouffés d'un homme qui avait enfin réalisé que le sol sous lui était fait de papier. Harrison avait envoyé le rapport final de l'expulsion il y a 1 heure. Julian et Elena étaient dehors. Ils se tenaient sur la PCH, entourés des bagages coûteux que j'avais achetés, tenant un enfant qui était la preuve vivante de mon remplacement. J'aurais dû ressentir une vague de triomphe, une montée d'adrénaline qui signalait le début de la fin. Mais tout ce que je ressentais était un silence creux et retentissant. J'étais au centre de mon empire, entouré des fantômes de sang de pouvoir. Et pourtant, je me sentais comme une poupée de porcelaine fragile qui avait été brisée et recollée par un aveugle. Je suis retourné dans la bibliothèque, l'air sentant le vieux cuir et l'odeur persistante du scotch que j'avais consommé la nuit précédente. Je me suis assise au bureau de mon père et j'ai fixé le téléphone. Il était silencieux maintenant. Julian avait cessé d'appeler. Il avait enfin compris que la femme qui répondait autrefois à ses appels à l'aide était morte. Il avait maintenant affaire au mécanisme de la fiducie Vanderbilt, une machine juridique froide qui n'avait pas de cœur à briser ni de fierté à blesser. J'ai de nouveau regardé les photos de surveillance, celles que Harrison avait envoyées de l'expulsion. Julian avait l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. Il portait un pull en cachemire que je lui avais offert pour son anniversaire, son visage illuminé par les lumières bleues dures d'une voiture de patrouille. Il ressemblait à un étranger. C'était une prise de conscience terrifiante. J'avais passé une décennie de ma vie à aimer une silhouette, un homme sur lequel j'avais projeté mes propres rêves jusqu'à ce qu'il ressemble à un dieu. Le tintement d'un nouvel email a rompu le silence. Ce n'était pas de Harrison. C'était d'une adresse que je ne reconnaissais pas, une chaîne de chiffres et de lettres aléatoires qui ressemblait à un murmure des bas-fonds numériques de la ville. L'objet était un seul mot, plagiat. Ma main a plané sur la souris, un frisson glacial parcourant ma colonne vertébrale. J'ai cliqué. Il n'y avait pas de texte dans le corps de l'email, seulement un lien vers un lecteur sécurisé et un mot de passe. J'ai tapé les caractères avec des doigts tremblants, mon souffle se coupant alors que les fichiers commençaient à se charger. C'était une collection de plans d'architectes, vieux et usés, datant de 15 ans. C'étaient les dessins originaux de la Tour Thorne, le projet qui avait fait la carrière de Julian et cimenté notre partenariat avec le cabinet de mon père. Mais le nom sur le cartouche n'était pas Julian Thorne. C'était Alistair Finch. Je me suis rassise, la pièce semblant soudain très petite. Alistair Finch était un nom que je n'avais entendu qu'une seule fois, des années auparavant, dans une conversation passagère lors d'un gala. Julian l'avait mentionné comme un ancien camarade de classe qui avait eu des problèmes de toxicomanie et avait finalement abandonné l'industrie. Mais en faisant défiler les fichiers, j'ai vu la vérité mise à nu à l'encre noire. Chaque courbe ample, chaque utilisation innovante de la lumière, chaque miracle structurel dont Julian avait été crédité, tout était là, conçu par un homme qui avait disparu des archives. Julian n'avait pas seulement volé mon argent. Il avait volé son identité même. C'était un imposteur dans tous les sens du terme. C'était un homme qui avait bâti une carrière sur la brillance volée du nombre, et il m'avait épousé pour s'assurer que personne ne regarderait jamais de trop près les fondations de son succès. Mon téléphone a sonné, un son aigu et discordant dans le calme. C'était un numéro privé. J'ai hésité, puis j'ai répondu. « Qui est-ce » ai-je demandé, ma voix semblant fragile. « Un fantôme, Victoria » a répondu une voix d'homme. Elle était basse, rauque, le son de quelqu'un qui avait passé trop de temps dans le froid. Un fantôme que Julian Thorne pensait avoir enterré sous 5 millions de dollars de pots de vin et un accord de non-divulgation que j'ai finalement réalisé être aussi sans valeur que son âme. « Alistair » ai-je murmuré, le nom ressemblant à une malédiction sur ma langue. J'ai observé, « Victoria » a-t-il dit, et je pouvais entendre le tintement d'un verre à l'autre bout. J'ai vu les nouvelles sur l'audit Vanderbilt. J'ai vu les chuchotements sur la maison de Malibu. J'ai pensé qu'il était temps que le partenaire silencieux prenne la parole. Julian n'est pas seulement un tricheur, Victoria. C'est un voleur d'idées. C'est un parasite qui a trouvé un hôte dans le prestige de votre famille. J'ai conçu la coquille, Victoria. Pas lui. J'ai conçu la tour. Il a juste changé les signatures. Le sol a semblé basculer sous moi. J'ai agrippé le bord du bureau en acajou,
le bois s'enfonçant dans mes paumes. L'Azur Shell, la maison que je pensais être une lettre d'amour à Helena, était en fait un autre chef-d'œuvre volé. Julian Thorne était un homme creux, un récipient rempli du génie des autres et de l'argent de ma famille. J'ai ressenti une clarté soudaine et aiguë. La honte qui m'avait étouffé pendant des jours a été soudainement remplacée par une concentration froide et clinique. Je n'étais pas seulement une femme trahie. J'étais la personne détenant les preuves qui effaceraient Julian Thorne de l'histoire de l'architecture. « Que voulez-vous, Alistair ?» ai-je demandé, ma voix acquérant un acier que je ne me connaissais pas. « Je ne veux pas de votre argent, Victoria », a-t-il répondu, et je l'ai cru. « Je veux récupérer mon nom. Je veux voir l'homme qui m'a effacé ressentir ce que c'est que d'être invisible. J'ai les fichiers KO originaux. J'ai les emails. J'ai la preuve qu'il n'a pas dessiné une seule ligne originale en 10 ans. Je vous envoie le reste maintenant. Faites-en ce que vous voulez. » La ligne est devenue silencieuse. J'ai regardé l'écran alors que les fichiers continuaient d'affluer. Une avalanche numérique de ruines. J'ai réalisé alors que c'était le soutien fragile que j'attendais. Ce n'était pas un sauveur. C'était une arme. Je n'allais pas seulement prendre sa maison et ses comptes bancaires. J'allais prendre son passé. J'allais défaire l'homme jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre que la petite créature affamée qui était entrée dans mon hall il y a 15 ans. J'ai appelé Harrison. « Nous l'avons » ai-je dit, ma voix stable et froide. Tout. Les plans, la fraude, la preuve que Julian Thorne est un fantôme. Je veux qu'une conférence de presse soit préparée pour demain. Je veux que le conseil d'administration du cabinet se réunisse aux Pentouzes. Et Harrison, je veux que vous trouviez Alistair Finch. Je le veux à New York. Je veux que ce soit lui qui présente la vérité. Victoria, c'est un pari énorme, a averti Harrison, bien que je puisse entendre l'excitation dans sa voix. Cela détruira la réputation du cabinet autant que la sienne. Le cabinet appartient au Vanderbilt, Harrison, ai-je répondu en me levant et en me dirigeant vers le grand escalier. Nous l'avons construit une fois. Nous pouvons le reconstruire. Mais nous ne pouvons rien construire sur des fondations de mensonges. Je préférerais voir le nom de Thorne & Vanderbilt brûler jusqu'aux fondations plutôt que de le laisser être un monument à son vol. Préparez la voiture. Je reviens en ville. Le trajet de retour à Manhattan était différent cette fois. Les nuages gris s'étaient dissipés et la ligne d'horizon de la ville se profilait devant comme un défi. Je n'étais pas la femme brisée qui avait fui dans la nuit. J'étais une souveraine retournant dans son royaume. J'étais assise à l'arrière de la voiture, mes doigts volant sur ma tablette, coordonnant avec les équipes de relations publiques, les experts juridiques et les alliés silencieux qui attendaient que le vent tourne. Je ressentais un calme étrange et détaché. C'était la courbe en U en action. J'avais touché le fond de l'abîme, le zéro absolu de mon existence, et j'avais découvert que la seule voie qui restait était de remonter. En traversant le pont pour entrer à Manhattan, j'ai vu un panneau d'affichage pour l'un des projets à venir de Julian, un hôtel de luxe à Midtown. Son visage était là, grand et confiant, avec un slogan sur la conception de l'avenir. Je l'ai regardé et j'ai ri. C'était un son fin et aigu qui a surpris le chauffeur. L'avenir qu'il avait conçu était déjà un fantôme. D'ici demain, ce panneau d'affichage serait une moquerie. Je suis arrivé aux Pentouzes au coucher du soleil. L'appartement semblait différent, plus grand, plus froid, mais plus suffocant. J'ai traversé les pièces où il m'avait menti, où il avait planifié mon remplacement, et je n'ai rien ressenti. Les meubles, l'art, l'odeur de son bois de santal, ce n'était que du décor dans une pièce qui avait été annulée. Je suis allé à la suite principale et j'ai regardé le placard rempli de ses costumes. On aurait dit des pots vides. J'ai appelé le gérant de l'immeuble. Emballez tout, ai-je dit, ma voix résonnant dans le couloir de marbre. Chaque costume, chaque montre, chaque bout de papier qui appartient à Julian Thorne. Je le veux en entrepôt d'ici minuit, et je veux que les serrures soient à nouveau changées. J'ai passé la soirée dans le bureau, la même pièce où j'avais découvert le premier mensonge. Harrison est arrivé à 21h avec un homme qui avait l'air de ne pas avoir vu le soleil depuis une décennie. Il était mince, ses cheveux grisonnant prématurément, ses yeux vifs mais lasses. Alistair Finch. Il s'est tenu au milieu du bureau de mon père et a regardé autour de lui avec un sourire amer. « Bel endroit, Victoria » a-t-il dit, sa voix un faible râle. Je reconnais les moulures. Je les ai conçues pour un concours à Zurich il y a 12 ans. Julian m'a dit qu'elles étaient trop traditionnelles.
Je vois qu'il a changé d'avis quand il a eu le chéquier de votre père. Je n'ai rien dit. Je lui ai juste tendu un verre de scotch. Nous nous sommes assis dans le silence de la bibliothèque, deux victimes du même prédateur, et nous avons commencé à planifier l'exécution. Alistair m'a montré les fichiers, le détail méticuleux de son vol. Julian avait été prudent, mais il avait été paresseux. Il avait réutilisé des modules, des formules structurelles et des fioritures esthétiques qui étaient uniquement celles d'Alistair. C'était une empreinte digitale numérique qui ne pouvait être niée. Il me croyait mort, Victoria, a dit Alistair en fixant son verre. Il pensait que l'argent du règlement me garderait silencieux jusqu'à ce que l'alcool m'achève. Il n'a pas réalisé que le regarder construire son empire sur mes os était la seule chose qui me maintenait sobre. Il ne construira plus rien d'autre, Alistair, ai-je promis. D'ici demain, le monde de l'architecture saura exactement qui est Julian Thorne, et ils sauront qui vous êtes. Nous avons travaillé toute la nuit, une alliance fragile forgée dans le feu d'un traumatisme partagé. J'ai ressenti un étrange sentiment de parenté avec cet homme. Nous avions tous les deux été utilisés comme carburant pour l'ambition de Julian. Nous avions tous les deux été écartés lorsque nous n'étions plus utiles. Mais ensemble, nous étions une force que Julian n'aurait jamais pu anticiper. Il avait prévu une bataille juridique. Il avait prévu un divorce. Il avait même prévu ma colère. Mais il n'avait pas prévu la vérité. Alors que la première lueur de l'aube commençait à poindre sur la ligne d'horizon de New York, je me suis tenu à la fenêtre et j'ai regardé la ville se réveiller. J'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. La douleur était toujours là, une douleur sourde à l'arrière de mon esprit, mais elle était lentement remplacée par un sentiment de mission. Je ne survivais pas seulement à la trahison. Je reprenais ma vie en main. J'ai regardé Alistair, qui dormait dans le fauteuil en cuir, serrant un dossier de plan comme un enfant avec un animal en peluche. Il était mon allié secret, mon soutien fragile, et il était celui qui m'aiderait à porter le coup de grâce. Je suis allé à la cuisine et j'ai fait du café. Le Pentouse était silencieux, le seul son, le bourdonnement lointain de la ville. J'ai pensé à Julian et Elena à Malibu. Harrison m'avait dit qu'ils séjournaient dans un motel bon marché près de l'aéroport, leurs affaires dans une voiture de location qu'ils ne pouvaient pas payer. Je me suis demandé s'ils se regardaient maintenant et voyaient la vérité. Sans l'argent, sans le prestige, sans la brillance volée, qu'étaient-ils? Ils n'étaient que deux personnes qui avaient construit une maison sur du sable. J'ai regardé mon reflet dans le granit noir poli de l'îlot. J'ai vu une femme que je reconnaissais. Pas la femme, pas la victime, mais la Vanderbilt. J'ai vu l'acier dans mes yeux et la détermination de ma mâchoire. J'étais prête. La réunion du conseil d'administration était à 10 heures. La conférence de presse était à 14 heures. Et Julian Thorne était sur le point de découvrir que l'architecte silencieuse avait enfin terminé son chef-d'œuvre. C'était un projet de règlement de compte, et il allait être parfait. Le voyage à travers les décombres d'un cœur brisé est un voyage solitaire, marqué par la prise de conscience que les personnes que nous aimons le plus sont souvent celles que nous connaissons le moins. Au lendemain d'une trahison aussi profonde, il est facile de succomber à l'obscurité du désespoir. Mais c'est dans ces profondeurs mêmes que nous trouvons l'acier dans nos âmes. J'ai dû apprendre que ma valeur n'était jamais liée à sa loyauté et que l'héritage de ma famille était un bouclier, pas un fardeau. Guérir, ce n'est pas l'absence de la cicatrice, mais la force de la porter comme un insigne de survie, trouver la lumière dans la résolution silencieuse de reprendre possession de ma propre histoire et d'émerger du traumatisme non seulement restauré mais transformé. L'acte de se défendre est la récupération ultime du pouvoir. Je me suis tenu au milieu des ruines et j'ai choisi de reconstruire non seulement un cabinet, mais un moi qui ne pourrait plus jamais être volé. L'air dans le Pentouse était vicié, un mélange stagnant de cire à parquet cher et du fantôme persistant d'une vie qui n'avait jamais vraiment existé. Je me tenais près des baies vitrées du grand salon, la ligne d'horizon de New York s'étalant devant moi comme un juge scintillant et indifférent. Il était 10 heures du matin, mais le ciel était d'un gris anthracite, lourd de la promesse d'une tempête qui refusait d'éclater. Derrière moi, la pièce était remplie de la présence silencieuse et lourde du conseil d'administration de Thorne & Vanderbilt. Des hommes et des femmes que j'avais connus toute ma vie. Des gens qui avaient porté un toast à la santé de mon père puis à mon mariage, maintenant assis dans les fauteuils rembourrés de velours comme des vautours attendant le premier signe de pourriture. Harrison Sterling se tenait près des doubles portes en chêne, les mains jointes derrière le dos, son expression aussi inflexible qu'une gargouille. Et dans le coin, à moitié caché par les ombres de l'entrée de la bibliothèque, était assis Alistair Finch.
Il était le fantôme que j'avais ramené pour hanter l'homme qui pensait avoir atteint le sommet. J'ai entendu le carillon de l'ascenseur, un son musical aigu qui m'a semblé comme une aiguille dans le cerveau. Les portes se sont ouvertes et Julian Thorne est entré dans le hall. Ce n'était pas l'homme qui était parti pour Seattle une semaine plus tôt. Le costume bleu marine était froissé. Ses cheveux étaient un enchevêtrement de vagues désordonnées. Et ses yeux étaient injectés de sang, parcourant la pièce avec l'énergie frénétique d'un animal piégé. Il m'a regardé, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu l'ancien Julian, celui qui pensait pouvoir se sortir d'un ouragan avec un sourire. Il a commencé à marcher vers moi, les mains tendues, sa voix un tremblement calculé de désespoir. « Victoria, Dieu merci. Je ne sais pas ce que Harrison t'a dit, mais c'est un malentendu. J'ai été agressé en Californie. Les comptes ont été compromis. » Il s'est arrêté au milieu de sa phrase alors que ses yeux s'adaptaient à la lumière, et il a vu les membres du conseil d'administration. Il a vu les visages froids et de pierre des gens qui finançaient son existence. Et puis il a vu Alistair. Le visage de Julian n'a pas seulement pâli. Il a semblé se creuser, la peau se tendant sur ses pommettes jusqu'à ce qu'il ressemble à une version squelettique de lui-même. Le silence dans la pièce est devenu une entité, un poids lourd et suffocant qui lui a coupé le souffle. Je suis resté parfaitement immobile, mes mains posées sur le dossier du fauteuil de mon père, sentant l'immense pouvoir de ma propre immobilité. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne lui ai pas jeté l'épreuve au visage. Je l'ai simplement regardé, voyant à travers les couches de laine sur mesure et de charisme exercer la petite créature creuse en dessous. « Asseyez-vous, Julian, ai-je dit, ma voix semblant venir de très loin, fine et tranchante comme un rasoir. Nous avons beaucoup de choses à discuter sur l'avenir que vous avez conçu. » Il n'a pas bougé. Il est resté figé au centre du hall, regardant Alistair Finch comme s'il voyait un véritable démon. Alistair s'est levé lentement, les plans, le vélin original et usé de la tour Thorne serré dans sa main. Il s'est avancé au centre de la pièce et les a étalés sur la table en acajou. « Tu reconnais ça, Julian ?» a demandé Alistair, sa voix un faible râle rauque. « Je les ai trouvés dans les archives numériques que tu as oublié de purger. Ou peut-être que tu ne pensais tout simplement pas que je serais un jour assez sobre pour me souvenir où se trouvaient les clés. » La façade de Julian n'a pas craqué. Elle s'est désintégrée. Il s'est retourné vers moi, sa voix un sifflement frénétique. « Victoria, c'est un ivrogne. C'est un architecte raté qui cherche à se faire de l'argent. Tu ne peux pas croire ça. Je crois aux chiffres, Julian, les jeux interrompus, la glace dans ma poitrine commençant enfin à se propager jusqu'au bout de mes doigts. Je crois aux 4 millions de dollars que vous avez siphonnés de ma fiducie pour acheter une villa à Malibu pour mon assistante. Je crois au virement bancaire à la clinique où Elena Vance a donné naissance à un fils que vous avez nommé Léo. Et je crois au fichier KO qui montre que vous n'avez pas eu une seule pensée originale depuis le jour où vous m'avez rencontré. » La pièce a éclaté en un faible murmure de dégoût. Les membres du conseil d'administration, des hommes qui valorisaient l'héritage par-dessus tout, ont regardé Julian comme s'il était une tache sur le sol en marbre. Je l'ai vu essayer de trouver un point d'appui, un mensonge qui tiendrait, mais le sol avait déjà disparu. Il s'est tourné vers Harrison, les yeux écarquillés d'un espoir terrifiant et pathétique. « Harrison, vous me connaissez depuis une décennie. Dites-leur. Dites-leur que je suis le talent. Dites-leur que le cabinet a besoin de moi. » Harrison n'a même pas levé les yeux de son bloc-notes. « Le cabinet a besoin d'un architecte, Monsieur Thorne, pas d'un plagiaire. L'audit est terminé. Chaque projet que vous avez revendiqué comme étant le vôtre au cours des 5 dernières années est en cours de révision. Les sociétés écrans du Delaware ont été saisies. Vous n'êtes plus un employé de ce cabinet, ni un résident de cet immeuble. Vos affaires sont dans un entrepôt dans le New Jersey. La clé est à la conciergerie. » Julian a reculé en chancelant, sa main attrapant le bord d'une console. Il m'a regardé, ses yeux se remplissant d'une rage soudaine et laide. « C'est toi qui as fait ça ?» a-t-il craché, le masque tombant enfin pour révéler le monstre avec qui j'avais été marié. « Tu ne pouvais pas me donner de fils, alors tu as décidé de détruire celui que j'avais. Tu es une Vanderbilt froide et stérile qui pense qu'elle peut acheter l'âme des gens. Tu penses que tu as gagné. Elena m'attend. Nous avons une vie que tu ne peux même pas imaginer. Nous avons un amour qui n'a pas de prix. » J'ai ri alors, un son creux et déchiqueté qui a semblé plonger la pièce dans un silence encore plus profond. « Elena ne t'attend pas, Julian,
ai-je dit en sortant une seule feuille de papier du bureau. Elle a appelé Harrison ce matin. Au moment où les comptes ont été gelés, au moment où l'Azure Shell a été barricadée et où le service de sécurité privée a été retiré, elle a réalisé que l'amour ne paie pas les couches dans un motel bon marché. Elle est partie, Julian. Elle a pris la voiture, les bijoux que tu lui as achetés avec mon argent, et elle est déjà à mi-chemin de la maison de sa mère dans l'Ohio. Elle n'a pas laissé de mots. Elle a seulement laissé un message pour Harrison. Dites à Victoria que je suis désolé. Je voulais juste une vie. Il semble que votre vraie famille était tout aussi transactionnelle que vous. Le silence qui a suivi a été absolu. Julian avait l'air d'avoir été frappé. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Il a regardé les plans sur la table, puis le conseil d'administration, puis moi. C'était un homme sans passé, sans présent, et avec un avenir qui était une pièce sombre et vide. C'était un fantôme dans son propre pantouse. J'ai réalisé alors que la purge était terminée. J'avais dépouillé l'argent, la carrière, la maîtresse et le génie volé. J'avais défait l'homme jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre que la vérité. Sortez, Julian, ai-je dit, les mots ressemblant à une bénédiction. Avant que je ne décide d'appeler le procureur au sujet des accusations de détournement de fonds. Harrison est prêt à les déposer d'ici midi si vous êtes toujours dans les limites de la ville. Allez trouver l'ombre d'Alistair. Allez voir si vous pouvez construire une vie sur le néant que vous êtes réellement. Il n'a pas dit un mot de plus. Il s'est retourné et s'est dirigé vers l'ascenseur, les épaules affaissées, ses pas lourds et rythmés, le son d'un homme marchant vers sa propre exécution. Les portes se sont refermées derrière lui, et le pantouse a soudain semblé plus léger, comme si un poison avait enfin été aspiré de l'air. Les membres du conseil d'administration se sont levés, offrant leurs condoléances creuses et leurs promesses de refonte de la marque. Mais je ne les ai pas entendus. J'ai juste regardé Alistair Finch, qui fixait ses plans avec un air de profond chagrin silencieux. Vous avez retrouvé votre nom, Alistair, ai-je dit doucement. Il semble plus léger que je ne m'en souvenais, Victoria, a-t-il répondu en se levant et en me tendant le dossier. Mais un nom n'est qu'un mot. Il a pris les années. Il a pris les rêves. On ne peut pas récupérer ça d'une banque. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé la pluie commencer enfin à tomber. C'était une averse torrentielle, lavant la suie et les secrets des rues de New York. J'ai pensé à la courbe en nu. J'avais touché le fond. J'avais affronté l'homme qui avait détruit ma foi et je l'avais démantelé pièce par pièce. Je n'ai pas ressenti la poussée de victoire que j'attendais. J'ai juste ressenti une paix profonde et épuisée. Le règlement de compte ne concernait pas seulement la ruine de Julian. Il concernait ma propre libération. J'avais purgé le mensonge de ma vie, et pour la première fois en 10 ans, je pouvais respirer sans avoir l'impression d'inhaler du verre. J'ai passé le reste de la journée dans le Pantouse, regardant le personnel emballer les dernières de ses affaires. J'ai trouvé une petite boîte au fond de son placard, des photos de nous de notre lune de miel en Italie. Nous nous tenions sur une falaise à Positano, le soleil frappant son visage, son bras autour de moi. Il avait l'air si réel. J'ai fixé la photo pendant un long moment, essayant de trouver le mensonge dans ses yeux, mais c'était parfait. C'était un chef-d'œuvre de tromperie. J'ai pris la photo et je me suis dirigé vers la cheminée. Je l'ai laissé tomber dans les braises et j'ai regardé le papier se recroqueviller et noircir, l'image de notre bonheur se transformant en cendre grise. C'était des funérailles pour un fantôme. Le soir, l'appartement était vide de lui. L'odeur de bois de santal avait disparu, remplacée par l'odeur propre et nette de la pluie et de l'ozone. Harrison a appelé pour confirmer que Julian avait été vu monter dans un bus à Port Authority, se dirigeant vers un monde où le nom de Thorne ne signifiait rien. Il était parti. La villa au bord de la mer était un fantôme juridique. L'enfant était un héritage dans un autre état. Et j'étais Victoria Vanderbilt, assise dans les ruines d'une guerre de 10 ans, réalisant enfin que le seul architecte dont j'avais jamais eu besoin était celui qui avait survécu en moi. Je me suis dirigé vers le piano à queue et j'ai joué une seule note. Elle a résonné dans la pièce caverneuse, claire et pure. C'était un début. Je n'étais pas encore restauré. Les cicatrices étaient profondes, et le vide dans mon cœur où un enfant aurait dû être était toujours là. J'avais affronté l'obscurité, et je n'avais pas scié. La 5e partie de ma vie était terminée. La purge était complète, et alors que les lumières de la ville commençaient à scintiller à travers la pluie, je savais que le projet de ma renaissance était déjà en cours de dessin.
Le voyage à travers les décombres d'un cœur brisé est un voyage solitaire, marqué par la prise de conscience que les personnes que nous aimons le plus sont souvent celles que nous connaissons le moins. Au lendemain d'une trahison aussi profonde, il est facile de succomber à l'obscurité du désespoir. Mais c'est dans ces profondeurs mêmes que nous trouvons l'acier dans nos âmes. J'ai dû apprendre que ma valeur n'était jamais liée à sa loyauté et que l'héritage de ma famille était un bouclier, pas un fardeau. Guérir, ce n'est pas l'absence de la cicatrice, mais la force de la porter comme un insigne de survie, trouver la lumière dans la résolution silencieuse de reprendre possession de ma propre histoire et d'émerger du traumatisme non seulement restauré mais transformé. La véritable guérison consiste à se réapproprier son récit, à trouver la joie et un but dans de nouveaux départs inattendus, et à réaliser que sa vie est définie par la qualité des relations que l'on choisit de cultiver plutôt que par celles qui vous ont abandonné. Merci.